En 2022, un Burkina Faso meurtri a brusquement changé de cap en misant sur l'action plutôt que sur la résignation collective. Dans des villages jadis vidés, les marchés, les pompes et les ateliers reprennent vie, créant un contraste brutal avec les scénarios de déclin annoncés partout ailleurs. Pourquoi ce renversement discret devrait-il importer à ceux qui observent de loin, alors qu'Ibrahim Traoré transforme la paix en travail quotidien plutôt qu'en slogan? Et si cette expérience, née dans la poussière du Sahel, révélait une autre manière de penser la sécurité et la dignité? Le récit du Burkina Faso porte une promesse implicite: comprendre comment un pays longtemps décrit comme effondré parvient à rétablir, morceau par morceau, les conditions élémentaires de la vie ordinaire. Cette promesse ouvre un enjeu clair: saisir comment la sécurité, lorsqu'elle redevient visible, transforme la possibilité même de se projeter. Dans les villages du nord et du centre, la réouverture des routes, des puits et des marchés ne constitue pas qu'une suite d'actions techniques. Elle devient la mesure concrète d'un redressement fondé sur la proximité. Là où l'aide extérieure fixait autrefois les règles du jeu, les communautés locales assument désormais une part décisive de la reconstruction, réapprenant à gouverner leur quotidien à travers des gestes répétés: escorter des enfants, réparer des salles de classe, rétablir un puits abandonné. Et c'est ici que se joue le véritable risque. Si ce modèle fondé sur la persistance venait à se rompre, la fragilité accumulée au fil des années pourrait reprendre le dessus. Le micro-hook surgit alors. Pourquoi cette stabilité naissante demeure-t-elle si dépendante de la discipline collective? La première révélation apparaît dès que l'on observe le terrain. Là où la peur s'était retirée, la vie revient et ce basculement se mesure désormais en chiffres concrets. En 2023, 2025, plus d'1 million de personnes ont regagné leur village, signe que la stabilité ne relève plus du discours mais d'un mouvement réel qui redessine les cartes de déplacement. Ce renversement ne s'explique pourtant qu'en remontant la chaîne causale initiée en 2022, lorsque le Burkina Faso, fracturé, a vu ses routes piégées, ses marchés désertés et ses écoles brûlées. La prise de pouvoir d'Ibrahim Traoré, souvent commentée de l'extérieur comme un choc politique, s'est traduite sur le terrain par une séquence beaucoup plus pragmatique. Frapper vite puis rester, stratégie pensée pour reconquérir l'espace vital avant de stabiliser durablement le quotidien. Les 28 bataillons d'intervention rapide, déployés dans le nord et le centre, n'ont pas été conçus pour des victoires spectaculaires. Leur mission était de dégager les axes, escorter les familles, rouvrir les puits, rétablir les écoles. Une logique simple mais décisive. Sans sécurité minimale, aucune activité économique ni présence civile ne peut s'ancrer. C'est ce maillon initial que les observateurs extérieurs ont souvent sous-estimé, privilégiant les débats institutionnels alors que la réalité locale reposait d'abord sur la possibilité de marcher, puiser de l'eau ou conduire un enfant à l'école. Lorsque les risques immédiats sont reculés, une seconde vague, plus silencieuse, a pris le relais. Médiateurs, enseignants volontaires, policiers communautaires. Ces brigades civiles ont prolongé l'action militaire par une présence constante. Ici se joue la singularité du modèle. La paix ne descend pas d'en haut, elle se reconstruit par proximité, par des gestes répétés, par une écoute quotidienne. Ibrahim Traoré n'a cessé de l'affirmer: aucune graine ne pousse sous les balles et aucune stabilité ne tient si elle n'est pas incarnée par ceux qui restent. Ce mini-reveal éclaire donc l'enjeu central. Le redressement burkinabé n'est pas une exception miraculeuse, mais une séquence méthodique où chaque étape répond à la précédente. Pour suivre cette trajectoire qui s'enracine au ras du sol, il faut choisir un guide. Non pas une figure héroïsée, mais un acteur collectif, celui des communautés qui ont repris possession de leur espace. Leur regard donne une autre lecture du tournant engagé sous Ibrahim Traoré.
une reconstruction qui se mesure dans la continuité plutôt que dans les annonces. À Tomago, l'un des anciens déplacés résume la transformation sans emphase. Il raconte comment, avant, il guettait l'arrivée d'une patrouille comme on espère un sursis. Aujourd'hui, il redoute surtout qu'elle reparte. Entre ces deux attitudes, un monde s'est inversé. La présence de l'État ne se limite plus aux heures critiques, elle s'installe. Cette stabilité, fragile mais répétée, sert de socle au premier retour de famille et à la reprise des activités agricoles. À Boulay Dumuhoun, une institutrice rouvre une classe improvisée sous un manguier. Autour d'elle, quelques bancs en planche, des ardoises ébréchées et 22 enfants qui retrouvent leur voix. Ce microcas, banal en apparence, structure pourtant l'un des effets les plus significatifs du modèle. Une école rouverte ne transmet pas seulement un savoir, elle rétablit une routine qui ancre les familles et réduit le risque de nouveaux déplacements. Ces scènes préfigurent la véritable portée du virage burkinabé. Lorsque la sécurité devient prévisible, la vie quotidienne cesse d'être un pari. Elles permettent de comprendre pourquoi le modèle proposé par Ibrahim Traoré produit ses premiers effets bien avant que les statistiques globales ne changent. So what final? La stabilité naît d'actions patientes. Le déclencheur surgit en 2022, lorsque le pays, paralysé par les routes piégées et les villages vidés, bascule dans une urgence totale. Ibrahim Traoré ordonne alors une rupture nette. Reprendre le terrain, coûte que coûte, et restaurer chaque mètre utile. Les bataillons d'intervention rapide se déploient sans délai. Ils avancent vite, ils dégagent les axes, ils sécurisent les puits. Chaque progression crée un couloir de vie. Des familles reviennent, des marchés réapparaissent. L'État cesse d'être un spectre lointain, il redevient une présence. Le climax se construit en quelques mois seulement. 28 bataillons tiennent désormais les zones critiques du nord et du centre. Les convois agricoles circulent à nouveau, les écoles rouvrent graduellement, les puits rebouchés reprennent leur eau. Les premiers signaux de flux humains inversés, retour au lieu de fuite, redonnent une cohérence au territoire. Des villages qui avaient perdu toute structure sociale retrouvent un rythme élémentaire. Bruit des marchés, moteurs qui redémarrent, enfants qui traversent les pistes en courant. Cette dynamique contredit les récits internationaux qui ne voyaient qu'un effondrement durable. Le terrain, lui, raconte un renversement plus subtil. La peur recule quand la présence devient régulière. Puis vient la phase la plus délicate, l'après-coup. Car dégager une route n'est pas l'habiter. Garder un marché ouvert n'est pas le faire prospérer. Le modèle burkinabé exige une continuité qui dépasse l'intervention militaire. C'est ici que les brigades civiles prennent place. Elles restent, elles écoutent, elles arbitrent, elles reconstruisent. Des médiateurs réduisent les tensions locales. Des policiers communautaires assurent la régulation de base. Des enseignants installent des classes provisoires. Chaque geste élargit la zone de confiance autour des villages. Un puits entretenu devient un signal. Un atelier rouvert devient un ancrage. Une école reprise devient une promesse. L'après-choc révèle aussi un déplacement moral. La stabilisation ne dépend plus d'une aide extérieure massive. Elle dépend d'une discipline collective interne. Les habitants participent aux travaux. Les coopératives se renforcent. La population reprend un rôle actif dans la gestion de son quotidien. Ce mouvement remplace la logique d'attente par une logique d'initiative. Il transforme la survie en méthode. C'est là que la stratégie d'Ibrahim Traoré trouve son sens. Moins de grands projets, plus de continuité locale. Les observateurs extérieurs peinent à saisir cette transition, car elle n'offre ni image spectaculaire ni victoire décisive. Elle avance par reprises successives, par stabilisation lente, par retour fragmentaire. Pourtant, ce sont précisément ces signes discrets qui consolident le modèle.
Quand une femme marche seule pour chercher de l'eau, c'est une victoire. Quand un éleveur récupère ses animaux, c'est un tournant. Quand un marché fonctionne sans escorte, c'est un basculement. L'événement continu se résume ainsi. Chaque micro-geste produit un macro-effet. La séquence entière, déclencheur, climax, aftershock, révèle une dynamique méthodique qui ne dépend ni du hasard ni du discours. Elle dépend d'une présence durable et d'un territoire qui se réapprend. Et dans cette trame serrée, le Burkina Faso rétablit progressivement la possibilité même de vivre sans peur. La reconstruction du Burkina Faso ne peut être comprise sans examiner les chiffres qui structurent son redressement. Dans un paysage où les récits se heurtent, les données offrent un point d'ancrage objectif. Elles permettent de mesurer ce qui change réellement, d'identifier les zones de progrès et de comprendre pourquoi la stratégie d'Ibrahim Traoré s'appuie autant sur des indicateurs concrets que sur la dynamique communautaire. Trois métriques suffisent à éclairer le mouvement en profondeur: le retour des populations, la progression agricole et la stabilisation des axes vitaux. Selon les données disponibles, plus d'1 million de déplacés ont regagné leur foyer entre 2023 et 2025. Cette donnée, souvent évoquée mais rarement expliquée, témoigne d'une inversion rare dans une zone marquée par des flux continue de fuite. Elle signifie qu'une partie importante de la population estime que les conditions minimales de sécurité sont réunies pour reprendre le quotidien. Selon les données disponibles, la production agricole a augmenté de 37% dans les zones réhabilitées. Ce chiffre ne renvoie pas d'un simple gain technique. Il marque la capacité des communautés à relancer leurs moyens de subsistance une fois la sécurité rétablie. Les systèmes d'irrigation, les semences distribuées et la réouverture des marchés créent un environnement favorable à la reprise des cycles saisonniers. Selon les données disponibles, 28 bataillons sécurisent désormais les axes essentiels du nord et du centre. La valeur ici n'est pas tant dans le nombre que dans la permanence. Ces unités ne se contentent plus d'intervenir ponctuellement, elles instaurent une présence régulière qui réduit les risques d'interruption des activités économiques. Les routes dégagées servent de colonne vertébrale à l'ensemble du modèle. Ces trois chiffres dessinent une mécanique cohérente: sécurité minimale, retour humain, redémarrage économique, consolidation territoriale. Mais leur importance dépasse la statistique. Ils montrent comment la stratégie d'Ibrahim Traoré organise la reconstruction autour de faits mesurables plutôt qu'autour de programmes déconnectés du terrain. Le retour d'1 million de personnes n'est pas un symbole, c'est une pression positive sur les terres, les marchés, les écoles. L'augmentation agricole n'est pas une performance technique, c'est une réaffirmation de souveraineté alimentaire. Les bataillons permanents ne sont pas un signe de militarisation. Ils constituent l'armature sans laquelle aucune routine civile n'est possible. Ces données révèlent aussi une logique structurelle. Chaque amélioration locale produit une réaction en chaîne. Une route ouverte attire les commerçants. Un marché actif incite les familles à revenir. Une présence civile régulière limite les risques de repli. Une production agricole stable réduit la dépendance extérieure. Le modèle repose donc sur l'accumulation patiente de micro-gains qui, mis ensemble, finissent par modifier la trajectoire du pays. Les chiffres ne racontent pas tout, mais ils évitent la confusion. Ils montrent un pays qui ne s'appuie ni sur le hasard, ni sur des promesses abstraites, mais sur des dynamiques visibles, vérifiables et ancrées dans le réel. Et c'est précisément cette architecture mesurable qui donne à la stratégie d'Ibrahim Traoré sa cohérence et sa lisibilité. Le débat autour du modèle burkinabé s'organise souvent autour de deux lectures opposées, toutes deux cohérentes si l'on considère les arguments qui les soutiennent. La première, largement relayée par plusieurs observateurs internationaux, avance que la stratégie actuelle risque d'isoler le Burkina Faso. La réduction des partenariats traditionnels
La centralité accordée à l'armée et la suspension de certains processus institutionnels seraient, selon eux, le signe d'un recentrage excessif susceptible d'éroder la capacité du pays à absorber les chocs futurs. Dans cette vision, l'autonomie trop brusque menace de fragiliser la reconstruction, et ce qui ressemble à une souveraineté conquise pourrait se transformer avec le temps en un isolement coûteux. La seconde lecture, portée par une grande partie des communautés locales, décrit une dynamique presque inverse. Pour elles, la réduction de la dépendance extérieure n'est pas un repli, mais une maturation. En retrouvant la maîtrise des outils agricoles, des marchés et des services communautaires, les habitants affirment qu'ils récupèrent aussi la maîtrise de leur destin. Les CSA. Les femmes gèrent les coopératives, les jeunes réhabilitent les routes, les anciens arbitrent les conflits. Une chaîne d'initiatives locales remplace la logique d'assistanat qui dominait auparavant. Le pays ne s'éloigne pas du monde. Il recompose les conditions de sa coopération. La mise en balance de ces deux positions exige une réponse structurée qui tienne compte des faits disponibles. Et les faits montrent une réalité plus nuancée que les discours. Oui, les critiques sur les risques de recentrage institutionnel existent. Elles signalent des angles morts à ne pas ignorer. Mais les données issues du terrain, les retours massifs de population, la relance agricole, la stabilisation des axes indiquent qu'une partie significative de la reconstruction dépend d'une présence locale continue plutôt que d'un afflux extérieur. Autrement dit, la question n'est pas de choisir entre ouverture ou autonomie, mais de comprendre comment un pays en crise redéfinit les conditions minimales de sa résilience. La ligne de partage ne sépare donc pas deux camps irréconciliables. Elle révèle deux priorités qui doivent être articulées plutôt qu'opposées. Tout bascule ici. Au milieu de cette trajectoire, un glissement décisif apparaît. Le Burkina Faso ne se contente plus de se relever. Il expérimente une autre forme de gouvernance, fondée sur la dignité quotidienne plutôt que sur des réformes spectaculaires. Ce tournant se voit moins dans les discours que dans les gestes répétés. Coopératives actives, comités villageois, brigades sanitaires locales. Les structures abandonnées renaissent sous des formes nouvelles, issues du terrain plutôt que de directives éloignées. Cette mutation modifie aussi la perception du pouvoir. Ibrahim Traoré cesse d'être seulement le visage du changement. Il devient l'élément autour duquel s'organise une présence publique décentralisée. Dans les provinces jadis isolées, marchés et écoles reprennent une fonction structurante. Les risques demeurent, mais la dynamique ne repose plus uniquement sur l'effet des bataillons. Elle s'appuie désormais sur les communautés qui transforment la stabilité en routine. Le midpoint révèle ainsi la véritable tension du récit. Le défi n'est plus de savoir si l'État peut revenir, mais s'il peut tenir. Et cette endurance, faite de patience, d'organisation et de constance, devient le cœur du modèle burkinabé. Les effets concrets du modèle burkinabé apparaissent d'abord chez les populations rurales. Dans le nord et le centre, les familles revenues reprennent leurs champs, rouvrent les marchés de mil et réinstallent les points d'eau. L'accès à l'eau potable atteint désormais 71% dans certaines zones, contre 54% auparavant. Ce simple écart traduit un changement profond, la possibilité de vivre sans dépendre d'interventions extérieures quotidiennes. Les retours se stabilisent, les récoltes suivent et la confiance locale s'étend. Pour beaucoup, cette normalité retrouvée est la preuve tangible que la stratégie défendue par Ibrahim Traoré produit ses effets les plus visibles au niveau des gestes ordinaires. Les conséquences sont également déterminantes pour l'économie nationale. Les marchés locaux, longtemps inactifs, retrouvent un rythme qui restructure les échanges. Des coopératives achètent les récoltes, des ateliers réparent les pompes et des unités de transformation se multiplient.
À Bobo Dioulasso, la construction d'une usine de viande qui devrait employer environ 3000 personnes, dont une majorité d'anciens déplacés, devient un exemple clair de relance par ancrage territorial. Les circuits commerciaux régionaux reprennent avec le Mali et le Niger, renforçant un espace économique sahélien jusqu'ici fragmenté. Le pays cesse de n'être qu'un réceptacle d'aide et redevient un acteur de production. L'impact social, troisième axe, transforme des dynamiques longtemps fragilisées. Mradis. Les femmes, au cœur des coopératives agricoles et des programmes scolaires, deviennent le moteur diffus mais décisif du redressement. Leur rôle dans la gestion des marchés et la logistique villageoise change la manière dont les communautés s'organisent. Les jeunes, autrefois tentés par l'exil, trouvent une place dans les activités de santé communautaire, dans la réhabilitation des routes ou dans l'agropastoralisme. Cette redistribution silencieuse des responsabilités élargit la notion même de citoyenneté. Contribuer suffit désormais pour appartenir pleinement. Enfin, les équilibres régionaux évoluent sous l'effet de la stabilisation progressive du Burkina Faso. La coopération renforcée avec le Mali et le Niger modifie la géopolitique du Sahel. Ce bloc sahélien émerge en défi les schémas habituels d'intervention extérieure, ce qui déconcerte plusieurs chancelleries occidentales. L'Union africaine observe avec prudence tandis que les populations locales y voient la possibilité d'une souveraineté partagée. Au milieu de ces tensions, Ibrahim Traoré apparaît comme une figure paradoxale, peu présent dans les médias mais omniprésent dans les récits des habitants. Sa constance, plus que son autorité, devient un repère dans un paysage incertain. Ainsi, les conséquences du modèle burkinabé s'articulent autour d'un même principe. La stabilité naît de la répétition des gestes utiles. Les changements ne sont pas spectaculaires, ils s'additionnent. Et c'est cette accumulation patiente qui redessine la trajectoire du pays. Les prochains mois dessinent trois trajectoires possibles pour le Burkina Faso, chacune reflétant une tension entre progrès fragile et risques persistants. Ces sommes des scénarios ne prédisent pas l'avenir. Ils en tracent les lignes de plausibilité en s'appuyant sur les dynamiques déjà observables sur le terrain. La stabilité reste un mouvement, pas un état figé. Dans cette projection, le pays maintient le rythme actuel. Retour progressif de population, production agricole en hausse modérée, environ par 8%, et sécurisation stable des axes essentiels. Les coopératives continuent de structurer les circuits locaux, tandis que les partenariats avec le Mali et le Niger se renforcent lentement. Ce scénario repose sur une idée simple, la persévérance. Rien n'avance vite, mais rien ne recule de manière critique. La stabilité se cultive par la répétition des routines locales. Si les pluies sont favorables, que les investissements régionaux tiennent et que les retours de déplacés se poursuivent, la croissance agricole pourrait dépasser 12%. Les unités de transformation, viande, céréales, fruits, commencerait à exporter vers les marchés sahéliens, créant un surplus inédit pour le pays. Les flux humains atteindraient 5 millions de retours, consolidant un ancrage territorial solide. Dans cette configuration, le Burkina Faso deviendrait un point d'équilibre régional, un exemple de résilience territoriale fondée sur l'autonomie organisée plutôt que sur la dépendance structurelle. Une saison sèche prolongée, combinée à des tensions frontalières persistantes, pourrait réduire les récoltes et forcer de nouveaux déplacements internes. Les ressources publiques seraient alors absorbées par l'urgence immédiate au détriment des projets structurels. La fatigue collective menacerait les acquis récents et certaines zones rurales pourraient redevenir instables. Ce scénario ne décrète pas un effondrement, mais une contraction. Les progrès se resserrent, les marges se réduisent, la cohésion devient plus difficile à soutenir. Face à ces trois trajectoires, la recommandation essentielle tient en une seule idée.
Pensez la stabilité comme une pratique quotidienne, non comme une garantie acquise. Ce n'est pas la vitesse qui déterminera l'avenir, mais la régularité avec laquelle les communautés, l'État et les réseaux régionaux maintiendront le cap. Pour comprendre ce que cette trajectoire signifie au-delà du Burkina Faso, il faut descendre à l'échelle des expériences humaines universelles. Le besoin de sécurité, le besoin de stabilité et le besoin d'appartenance. Ces dimensions parlent à chacun, quel que soit le pays où il vit. Elles permettent de relier l'histoire burkinabé à d'autres préoccupations contemporaines, celles qui structurent aussi les sociétés plus prospères, les personnes attachées à la sécurité du quotidien. Pour elles, ce récit met en lumière une idée parfois négligée. La stabilité n'est pas un état abstrait, mais une routine qui doit pouvoir se répéter. Quand une route rouvre, quand une classe improvise sa reprise, quand un marché retrouve ses étals, c'est l'équivalent de ces gestes familiers que chaque société considère comme acquis. Leur fragilité, révélée ici, invite à reconsidérer ce que signifie vivre sans crainte. Les travailleurs, entrepreneurs ou familles dépendant de la continuité économique. Le modèle burkinabé montre que l'économie n'est pas qu'une affaire de statistiques. Elle repose sur la capacité des communautés à maintenir un rythme, une coopérative qui fonctionne, une pompe réparée, où une unité de transformation en construction rappelle que la prospérité commence toujours au niveau local, par un outil, un champ, une initiative. Cette logique résonne avec d'autres contextes où la chaîne de production paraît lointaine, alors qu'elle dépend en réalité d'un ancrage territorial. Les citoyens qui cherchent un sens collectif. Le redressement du Burkina Faso démontre qu'un projet commun peut renaître même dans un environnement fracturé. La responsabilité assumée par les femmes, les jeunes, les anciens ou les médiateurs illustre une vérité générale. Une société retrouve sa cohésion quand chacun peut contribuer, même modestement. Ce que révèle cette histoire, au fond, est simple. La dignité se construit à hauteur d'humain. La reconstruction burkinabé, telle qu'elle se dessine aujourd'hui, ne repose pas sur des slogans, mais sur une méthode. Pour comprendre comment un modèle fondé sur la proximité peut se maintenir dans le temps, il faut en dégager une feuille de route lisible, structurée autour d'actions concrètes et mesurables. C'est dans cette logique qu'Ibrahim Traoré inscrit sa stratégie, une souveraineté qui se construit par l'usage, non par proclamation. Dans cette étape, selon les acteurs concernés, les 28 bataillons d'intervention rapide, il s'agit de maintenir une présence régulière sur les axes vitaux. Cela doit se faire en continu, avec ajustement mensuel selon les zones. L'évaluation repose sur nombre de routes ouvertes, sans escorte et stabilité des flux humains. Dans cette étape, selon les acteurs concernés, les équipes du registre social unique. Il s'agit de attribuer un numéro à chaque famille revenue. Cela doit se faire dès le retour et lors de chaque mise à jour trimestrielle. L'évaluation repose sur taux de couverture du registre et cohérence des données. Dans cette étape, selon les acteurs concernés, les programmes PAMV et les coopératives locales, il s'agit de financer ateliers, élevage, petits commerces et micro-activités agricoles. Cela doit se faire immédiatement après la stabilisation d'une zone. L'évaluation repose sur revenu moyen des foyers et nombre d'activités réhabilitées. Dans cette étape, selon les acteurs concernés, le RAMU. Il s'agit de éviter que les ménages sacrifient leurs biens pour se soigner. Cela doit se faire déploiement continu, prioritaire dans les zones réinstallées. L'évaluation repose sur taux d'adhésion et réduction des dépenses de santé catastrophiques. Dans cette étape, selon les acteurs concernés, les services publics locaux. Il s'agit de publier les indicateurs eau, agriculture, retour, école. Cela doit se faire chaque trimestre. L'évaluation repose sur accès public aux données et cohérence des séries. Cette feuille de route illustre une conviction centrale. La stabilité se construit par des actes reproductibles.
Au moment de refermer ce parcours, l'image revient, celle de l'institutrice de Boulet du Mouhoun installant sa classe improvisée sous un manguier, avec ses bancs en planches brutes et ses 22 enfants retrouvant la voie. Cette scène, modeste mais déterminante, résume l'esprit du modèle burkinabé, une reconstruction qui naît de la patience, de la répétition et d'une présence humaine continue. Elle éclaire également la manière dont Ibrahim Traoré conçoit la stabilité, non comme un sommet à atteindre, mais comme une routine quotidienne à protéger. Dans les villages du nord et du centre, chaque geste, rouvrir un puits, escorter un groupe d'enfants, reconstruire une salle de classe, prend la forme d'un acte politique silencieux. La politique cesse d'être un discours vertical. Elle devient une promesse tenue par le travail concret et la constance. Ce renversement, discret mais profond, montre que la souveraineté peut aussi s'incarner dans l'effort collectif. L'émotion qui s'en dégage ne vient pas d'une victoire spectaculaire, mais d'une évidence lente. Un pays se relève lorsqu'il retrouve sa capacité à se tenir debout sans crainte. La dignité avance toujours par petits pas. L'histoire du Burkina Faso, telle qu'elle se déploie au fil des villages, rappelle que la reconstruction n'est pas un événement spectaculaire, mais une conversation continue entre un pays et ceux qui le composent. Les marchés qui reprennent, les classes improvisées qui s'ouvrent, les ateliers qui redémarrent, forment un tissu de gestes ordinaires qui redonnent sens à la souveraineté. Cette dynamique parle à à toutes les sociétés qui cherchent à maintenir un équilibre entre sécurité, liberté et dignité. Ce récit offre aussi un miroir. Il interroge notre rapport à l'aide, à la responsabilité et à la manière dont les communautés redéfinissent leur avenir lorsqu'elles reprennent la main. La lenteur assumée du modèle burkinabé montre qu'un progrès durable peut émerger même dans des environnements fragilisés, à condition que les gestes essentiels se répètent. La question demeure alors ouverte à chacun. Que signifie vraiment aider un peuple qui choisit de se relever par lui-même?